Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite causerie. J'ai eu il y a pas longtemps en fait un échange avec un abonné suite au live que j'avais fait où je m'étais amusée à faire une liste de personnages de Final Fantasy qui revêtraient les armures des Chevaliers d'Or de, de Senseiya. Comme lui aussi, apparemment, c'est un amateur de cette licence. Il m'a posé une question. Alors, je vous rassure, tout de suite, on va partir de la question qu'il m'a posée, mais si vous n'êtes pas fan de Senseiya ou si vous ne connaissez pas spécialement l'univers de Senseiya, ça ne vous empêchera pas du tout de pouvoir suivre cette causerie, rassurez-vous. Donc il m'a posé les questions suivantes. Trouves-tu le traitement des femmes chevaliers et d'Athéna sexiste ? Et en rajoutant, avec le remake Netflix qui a fait de Shun une fille sous prétexte qu'un groupe d'hommes qui protège une femme, ça ne passe plus en 2017, Shaina qui ne porte pas de masque mais Marine si, j'ai l'impression qu'en voulant rendre l'œuvre plus moderne et moins problématique, ils ont mis plus d'incohérences et de problèmes, soit l'inverse de leur démarche. Et j'ai trouvé ces deux éléments très intéressants à discuter. Donc en fait, on va partir de la question qui m'a posée et qui va concerner l'univers de Senseiya. Mais pour moi, l'intérêt, en fait, c'est de parler de représentation de la femme et de sexisme et de féminisme dans les jeux vidéo. Ça ne vous aura pas échappé que femme je suis, et n'en déplaise à certains pour qui c'est un gros mot, je me considère personnellement comme étant féministe. Et la question du sexisme dans les œuvres culturelles, quelles qu'elles soient, est une question qui est très importante pour moi à l'échelle sociétale, de comment est-ce qu'on représente la femme de manière générale dans un média, et aussi en tant que personne quand je lis un bouquin. C'est un facteur qui est très déterminant et qui est important pour moi, donc je trouve intéressant de parler du sujet. Alors évidemment, ça va être une causerie d'opinion, ça va parler de phénomènes sociologiques sur lesquels il peut forcément y avoir des accords avec les personnes. Donc, je me permets tout de suite de rappeler que je choisis de vous donner mon opinion parce que, contrairement à certaines personnes qui font ce choix-là et qui ont tout à fait le droit de le faire, moi, j'estime qu'on a le droit de parler de politique, on a le droit de parler de sociologie, on a le droit de parler de vision de la vie, on a le droit de parler de spiritualité, de religion quand on parle de jeux vidéo, parce qu'en fait, ça fait partie intrinsèque des éléments qui sont infusés dans les scénarios qu'on nous propose. Donc je vois pas pourquoi, sous prétexte d'une fausse neutralité, on devrait s'empêcher d'en parler, bien au contraire. Maintenant, évidemment que voilà, je vous donne mon opinion, vous avez le droit de pas être d'accord, forcément, mais vous n'avez pas le droit de venir m'insulter dans les commentaires parce que ce que je raconte ne vous plaît pas. Soyons clairs là-dessus. Et du coup, je vais me pencher dans un premier temps sur la question qui m'a été posée, à savoir, est-ce que les femmes chevaliers dans Senseiya me semblent être des personnages sexistes ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Senseiya, je vais déjà vous expliquer pourquoi est-ce qu'on me pose la question. Tout simplement parce que, comme vous aurez remarqué sur cette photo, donc là, je vous présente deux personnages féminins qui sont des chevaliers d'Athéna, donc au même titre que les autres, les garçons, les chevaliers du Zodiaque qu'on connaît habituellement. Voilà, donc là, on a les chevaliers du Zodiaque, donc les héros de l'histoire tels qu'ils nous sont présentés, et là, on a les chevaliers femmes. Je vous laisse apprécier la différence un petit peu flagrante entre les deux. Donc vous aurez remarqué qu'effectivement les femmes chevaliers, elles sont obligées de porter un masque. Donc en fait dans le lore de Senseiya, toute femme pour devenir chevalier doit renoncer en quelque sorte à sa féminité en se masquant, et si un homme parvient à leur faire on dit que c'est un homme, on ne sait pas trop ce qui se passe quand c'est une femme, mais si c'est un homme qui parvient à leur arracher, à leur faire tomber leur masque, elles n'ont que deux options, c'est soit elles tombent amoureuses de cet homme, soit elles sont obligées de le tuer. Voilà. Alors, est-ce que j'estime que ces personnages sont sexistes à cause de ces éléments-là ? Ma réponse est non. Non, ce ne sont pas des personnages sexistes. Par contre, est-ce que ce sont des personnages qui parlent de sexisme ? Oui. Et c'est plutôt bien, je trouve, qu'elle le fasse. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'au lieu de juste répondre en fait à Arthur, je me suis dit que c'était intéressant d'en faire une causerie et une discussion, et pour vous donner mon avis sur cette question, parce que on est à un moment où on voit en fait de la bien-pensance s'intégrer dans les représentations
culturelles qui nous sont faites sur les œuvres qu'on consomme aujourd'hui, d'une manière qui part à la base d'une bonne intention, et qui est du coup d'amener plus de représentativité, plus d'inclusivité, et dans le cas qui nous intéresse présentement, moins de sexisme, en fait. Comment dire ? En tout cas, de ne plus... Et c'est là que la différence, pour moi, elle est fondamentale, c'est de ne plus véhiculer, en fait, des idées et de valider des idées à caractère sexiste dans les œuvres, pour amener plus de respect, justement, plus de féminisme, c'est-à-dire tendre plus vers une égalité entre les hommes et les femmes. Mais le fait que une œuvre intègre des éléments sexistes ne veut pas dire que l'œuvre est sexiste. Et le fait que ces personnages intègrent des éléments sexistes ne veut pas dire que ce sont des personnages sexistes, à mes yeux. Et ça, je trouve que c'est important de le mettre en avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines œuvres qui veulent intégrer de la bien-pensance, on va dire, de manière presque commerciale, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire ça. Donc, en fait, ils cochent les cases d'un cahier des charges sans trop comprendre, pour moi, les fondements de la logique, en fait, derrière tout ça, et en faisant les choses non seulement de manière très maladroite, mais également contre-productive. Et ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie de la question que m'a posée Arthur. Pourquoi est-ce que j'estime que ce ne sont pas des personnages qui sont sexistes ? Alors, effectivement, le fait de leur faire porter un masque, c'est sexiste, puisqu'en fait, il y a une discrimination envers les femmes, qui est un traitement que, on l'a vu dans les images que je vous ai montrées, auquel les hommes ne sont pas soumis. Donc en fait, il y a une contrainte qui est imposée aux femmes pour devenir des chevaliers, et cette contrainte nécessite qu'elles renient le fondement de leur identité, donc, en tout cas d'une partie de leur identité, qui est leur sexe, le fait d'être des femmes. Et ça, c'est profondément sexiste. Alors, évidemment que de là à penser que Masami Kurumada a mis peut-être ce détail parce que il voudrait revendiquer l'idée qu'une femme ne peut pas être un chevalier. Ça serait effectivement une finalité sexiste de l'œuvre. Mais pour moi, ce n'est pas du tout ce que Masami Kurumada raconte à travers ces deux personnages. Tout simplement parce que c'est de la manière en fait dont elles sont présentées. À aucun moment, Masami Kurumada ne te dit ou ne te laisse entendre, selon moi en tout cas, dans l'œuvre, que c'est juste ce qu'elles sont en train de subir. Déjà, elles sont présentées comme des femmes fortes. C'est con, mais c'est pas du tout des personnages qui sont diminués. Elles sont pas là pour faire du fan service, même si effectivement leur armure se résume plus ou moins à un soutien-gorge en métal, une épaulette et des jambières d'aérobic. Alors voilà, votre armure et votre épaulière. Je peux pas avoir la deuxième épaulière ? Alors non, par contre, tu mets ça sur la gueule. On sent que... au tirage au sort des armures, elles ont pas forcément gagné le gros lot. Mais en fait, en dehors du fait qu'on masque leur visage, leurs attributs féminins, en fait, sont extrêmement visibles et pas du tout cachés dans l'œuvre. Donc, en fait, le fait que ce sont des femmes, ça te pète tout le temps à la tronche. Quand bien même on essaierait, elles sont soumises à une règle qui essaye de ne pas mettre en exergue leur féminité, leur identité de femme sont totalement mise en avant dans l'œuvre. Et je dirais même que le fait qu'elle soit masquée fait qu'elle se distingue très facilement, finalement, des homologues masculins. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de femmes chevaliers dans l'œuvre, mais quand il y en a, on les voit. En fait, elles ressortent de manière très vive. Et ça me fait penser un petit peu à l'argument que j'avais déjà entendu il y a quelques années sur Le Seigneur des Anneaux, qui m'avait beaucoup surprise, de dire que pour certains, c'était une œuvre féministe parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins. Mais il n'y a pas besoin qu'on nous rajoute des personnages féminins, il faut juste qu'ils soient super bien écrits, en fait. Et moi, je suis désolée, mais les personnages féminins du Seigneur des Anneaux, ils sont vachement bien écrits. Non, certes, elles ne sont pas nombreuses, et c'est pour ça, en fait, qu'elles ressortent. Et c'est pour ça que quand elles arrivent, elles nous sautent à la gueule. Et chacune de ces trois héroïnes, parce qu'en fait, il y en a trois, je veux dire, dans l'œuvre du Seigneur des Anneaux, c'est surtout Éowyn, Galadriel et Arwen. Et toutes les trois, en fait, racontent quelque chose de différent par rapport à leur féminité et à leur manière d'être des femmes, en fait. Et moi, qu'on vienne me dire que sous prétexte qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans une œuvre où précisément l'auteur fait en sorte que la personne qui one-shot
le demi-boss le plus important du jeu soit une femme et qu'elle soit capable de le faire précisément parce que c'est une femme, j'ai du mal à comprendre comment on peut qualifier cette œuvre de sexiste, en fait. Et là, pour le coup, ces femmes-là, elles ne sont pas réduites à un rôle dégradant par rapport à leur féminité. Alors, si je prends le cas de Marine, on va commencer par elle. Marine de l'Aigle, c'est juste le mentor de notre héros. C'est-à-dire que c'est elle qui lui apprend à se battre, c'est elle qui lui apprend toutes les techniques en fait qu'il va utiliser derrière. Donc c'est elle qui va fabriquer le guerrier que va être Seyar, littéralement. J'ai pas l'impression que ce soit un rôle qui soit très diminuant pour le personnage. Et on est très très loin du cliché qui est pas forcément dégradant en soi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais du mentor féminin. Marine est un mentor qui est extrêmement dur, qui va vraiment faire mener la vie dure à Seyar avec un entraînement qui est sans concession. Elle est même presque violente psychologiquement et physiquement avec lui, en fait. Et du coup, à cet égard, elle raconte quelque chose, en fait. Alors, on peut l'interpréter comme on veut. Est-ce que c'est juste son caractère ? Est-ce que c'est parce qu'elle met en exergue le fait que ces femmes qui, pour devenir des chevaliers, doivent mettre de côté leur féminité et que du coup, les attributs, par exemple, de douceur, de tendresse, de maternité, qui peuvent être attribués à l'archétype de la femme, eh bien, Marine, elle les a rejetés pour pouvoir entrer dans ce monde masculin. Est-ce qu'elle rejette sur Seyar une partie de la violence qu'elle subit elle-même, une violence symbolique, j'entends, hein. Mais la violence qu'elle va mettre elle sur Seyar n'est pas forcément une violence une violence symbolique, c'est une violence qui est réelle par moment, hein. Je veux dire, elle lui fout des claques dans la gueule, elle lui fait faire des entraînements où il risque sa vie, etc. Alors tout ça dans le but de le faire devenir, de l'aider à se surpasser, etc. Mais je veux dire, c'est un personnage qui est sans concession aucune, en fait, et qui pour moi sort vraiment d'un cliché qui est féminin. C'est totalement l'archétype du sensei à la dure, du sensei d'arts martiaux. Simplement, il se trouve qu'elle a un genre féminin, mais à aucun moment je vois une inégalité en fait de traitement entre Marine ou si elle avait été en fait un homologue masculin. Et je trouve même qu'au contraire, le fait qu'il ait déplacé cet archétype du mentor en fait sur un personnage qui est d'identité féminine, ça peut raconter beaucoup de choses en fait selon l'interprétation qu'on va en faire. D'ailleurs, ça me permet d'ajouter quand même un léger détail, mais c'est que si à la base Masami Kurumada il a amené cette idée de masque par rapport aux femmes, en fait c'est pour un prétexte scénaristique tout simple et qui est que Marine, donc avec le visage caché, ressemble énormément à la sœur de Seyar. En fait, Seyar, quand il a été recueilli dans la fondation qui a fait de lui un chevalier, il a été cherché dans un orphelinat et il a été séparé en fait de sa grande sœur. Et pendant une immense partie du début du récit, en fait, sa volonté, c'est d'aller retrouver cette sœur-là. D'ailleurs, jusqu'à la fin, parce que notamment l'Arcades va se terminer avec une conclusion en fait sur cet arc-là, qui est que Seyar recherche sa sœur. Et Masami Kurumada a voulu laisser une ambiguïté qui peut nous laisser penser que cette sœur qu'il a perdue, ça peut être Marine. Mais pour que ça fonctionne, en fait, il faut qu'on ne voit pas son visage. Donc, en fait, les intentions de l'auteur à la base, elles ne sont pas du tout de vouloir rajouter du sexisme gratuit, en fait, dans l'œuvre. C'est juste qu'il lui fallait un prétexte scénaristique pour amener cette ambiguïté, d'où l'histoire du masque. Et derrière ça, en fait, ça lui permet de construire des personnages féminins forts, des personnages féminins qui, pour un auteur japonais dans les années 80, sortent quand même, moi je trouve, assez lourdement des clichés qu'on pouvait avoir sur les personnages féminins à l'époque. Et du coup, il va rebondir en fait sur cette idée-là pour amener un autre personnage féminin qui, lui, va parler du rapport à ce masque. C'est le personnage de Shina, ou Shaina. Le chevalier du Serpentaire, elle est pareil, elle a un caractère extrêmement dur. Je veux dire, ces femmes qui nous sont montrées et qui sont masquées, en tout cas les deux principales, parce qu'il y a aussi le personnage de June qui n'est pas forcément dans cet acabit-là, mais elle est relativement secondaire dans l'œuvre. Les deux personnages de femmes chevaliers principaux qu'on voit sont des femmes qui sont
extrêmement dures et qui ont, pas seulement visuellement avec leur masque, mais aussi dans leur personnalité, en fait, renoncé à cette féminité. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Seyar, lors d'un combat contre Shaina, en fait, il va péter son masque et il va voir son visage. Donc, en fait, on va voir à ce moment-là, Shaina va être confrontée, en fait, à ce choix qui est que soit elle tue Seyar, soit elle tombe amoureuse de lui. Et spoiler, dans l'histoire, elle tombe amoureuse de lui. Donc, non seulement elle va pas le tuer, mais en plus, à partir de là, ce personnage, sans se défaire quand elle remet en fait son masque de son caractère de chien, on peut le dire, va toujours prendre le parti d'essayer de protéger Seyar, en fait. Et je trouve que le personnage de Shaina, il est très bien écrit et il est hyper intéressant, justement, par rapport de ce rapport au masque. Parce que justement, on va avoir deux Shaina. On a cette Shaina-là et celle-ci. Et le fait qu'il y ait un masque, physiquement parlant, parle aussi d'un masque symbolique. Et là, je vais vous faire une lecture personnelle de ce que raconte le personnage de Shaina par rapport à ce masque, mais qui pour moi n'a absolument rien de sexiste en fait. Parce que c'est une réalité que les femmes à travers le monde et dans différentes cultures peuvent être soumises à des injonctions patriarcales qui sont discriminatoires et qui parfois se retrouvent sur l'aspect physique. Ces pratiques-là, en fait, qui sont imposées culturellement aux femmes pour correspondre à certains critères sociaux, quels qu'ils soient, en fait, qu'ils soient esthétiques, qu'ils soient plutôt sociologiques, culturels, religieux, ce que vous voulez, il y en a dans le monde. Donc, en fait, je vois pas, personnellement, en quoi c'est un problème de le ramener dans une œuvre, parce que ça existe. Pour le fait de le ramener dans l'œuvre, ça permet d'en parler. Et moi, je trouve que c'est très important d'en parler. Après, ce qui va changer, c'est la manière dont on en parle. Et encore une fois, à partir du moment où c'est pas validé comme étant quelque chose de justifié et qui, du coup, va pas avoir un discours sexiste, parce que la finalité, c'est pas de dire que c'est normal de faire des discriminations envers les femmes, mais de mettre ce sujet sur le tapis pour en amener une discussion. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Et ce que Masami Kurumada fait à travers le personnage de Shaina, et pour un homme, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est qu'il nous montre aussi comment c'est vécu de l'intérieur. Et je vous donne encore une fois une analyse tout à fait personnelle qui ne sera peut-être pas la vôtre par rapport à ce que je vous raconte, et vous aurez totalement le droit de voir les choses de manière totalement différente de moi. Mais moi, on m'a posé la question, donc je réponds avec ma vision des choses. Ce que je vous disais, c'est que du coup, pour moi, le masque que ces femmes portent est un masque symbolique. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de cacher leur féminité pour répondre, pour pouvoir s'intégrer dans un monde qui est extrêmement masculin. Et ça, de manière symbolique, c'est ce que bien des femmes qui se sont mises à faire des métiers, entre guillemets, d'hommes, ont été obligées de faire et sont très certainement, pour certaines, encore obligées de faire aujourd'hui. Moi, j'ai eu le témoignage direct d'une amie à moi qui a travaillé dans un milieu très masculin et qui m'a dit que pour aller au travail, en fait, elle s'habillait toujours, parce qu'en fait, elle a travaillé dans les espaces verts, etc. Donc, le côté un peu paysagiste et tout ça, et que effectivement, elle était victime de beaucoup de sexisme et que pour pouvoir se mettre à un moment donné, être considérée comme une collègue à part entière et pas juste comme une gonzesse qui joue à faire un métier d'homme, et ça s'est retrouvé au bout d'un moment dans la manière dont elle s'habillait, où elle a forcé en fait sur les côtés, le côté utilitaire et déféminisant en fait de ses tenues, non seulement pour pouvoir accentuer le fait d'être considérée comme un paysagiste et pas comme une femme avant toute chose par ses collègues, mais aussi parce que elle était victime au travail de sexualisation en fait, avec des mecs qui se permettaient de faire des remarques sexistes, sexualisantes en fait sur sa nature de femme, quoi. Donc oui, ça existe encore aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, dans des milieux... Alors là, je vous parle d'un milieu professionnel, mais c'est des travers qui peuvent se retrouver absolument partout. Et du coup, pour pouvoir s'intégrer dans ces milieux-là, il y a des femmes qui, encore aujourd'hui, sont obligées de renier, masquer symboliquement leur féminité pour ne pas être victimes
de drague, de harcèlement sexuel ou de discrimination sexiste quant à leurs compétences en tant que femmes sur ces métiers-là. Donc je vois pas en quoi c'est sexiste de mettre ça sur le tapis. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant que de manière symbolique, une œuvre fantastique transpose ces éléments-là pour pouvoir mettre cette réflexion-là sur le tapis. Pour vous donner un exemple, alors, j'ai pas vu le film, mais c'est, à ma connaissance, ce que raconte le film. Alors, c'est G.I. Jane en anglais, ça s'appelle Armes égales en français, où Demi Moore incarne le personnage d'une femme qui va essayer de s'intégrer en fait dans les forces spéciales américaines de l'armée américaine, et on voit bien que elle s'est rasé les cheveux, attribut féminin symbolique par excellence, elle porte des t-shirts, enfin je veux dire elle s'est masculinisée physiquement parlant pour pouvoir s'intégrer à ce milieu d'hommes en fait. Donc oui, c'est un sujet super intéressant à discuter. Et ce que je vous disais du coup par rapport à l'œuvre de Senseiya, c'est que à aucun moment, moi j'ai jamais eu le sentiment que Masami Kurumada il validait en fait ce propos-là. Et c'est ça, en fait, que je trouve très, très intéressant. Et même primordial. Et je trouve que c'est la meilleure manière, à titre personnel, de faire les choses. C'est qu'en fait, il pose le contexte. Il pose les éléments. Et il nous laisse, en tant que lecteurs, spectateurs, public, nous positionner par rapport à cet élément de l'or. À aucun moment on nous fait la morale, à aucun moment on nous impose une vision des choses sur la façon dont on doit comprendre le truc. C'est posé là, d'une manière qui est suffisamment ouverte, c'est pas validé, c'est pas invalidé non plus, c'est à toi en fait de décider si oui ou non tu trouves que ce qu'elles subissent c'est inique et de comprendre ce que ça raconte. Par exemple, donc je vais continuer sur mon explication sur Shaina. Je vous parlais du fait qu'il, pour moi, il nous raconte le vécu du personnage de l'intérieur, et notamment quand elle enlève ce masque. Et pour moi, symboliquement parlant, quand Seyar brise le masque de Shaina, en fait, il brise le vernis social qu'elle a mis pour pouvoir s'intégrer dans ce milieu masculiniste, et elle nous est révélée dans son entièreté. Et là, il y a toute cette partie, en fait, de Shaina qu'elle a enfoncée au fond d'elle et qui est cette partie douce, aimante de sa féminité qui ressort. Alors, parce qu'on pourrait se dire, elle est obligée de tomber amoureuse du héros. Alors, en plus, elle se fait éconduire royalement par le mec en question. Donc, ça pourrait être vu comme quelque chose qui fait que forcément, elle est obligée d'être un love interest, forcément, nanani, nanana. Mais pour moi, c'est très révélateur, en fait, des choix que sont forcées de faire les femmes qui sont mises dans des milieux, enfin, en tout cas, qui sont exposées à des codes sexistes et hyper sexualisants. Parce que, disons les termes, si on demande aux femmes de cacher des attributs, alors il y a des femmes auxquelles on impose des métamorphoses physiques pour qu'elles correspondent encore plus aux attributs sexuels attirants pour les hommes, l'histoire des petits pieds des Chinoises par exemple, et il y en a d'autres pour qui on leur demande de cacher en fait leurs attributs féminins pour ne pas alimenter l'attirance sexuelle des hommes. Donc le fait par exemple de cacher ses cheveux, puisque c'est considéré comme un symbole d'attraction sexuelle et érotique du corps de la femme, ou au niveau de par exemple le fait de pas mettre de décolleté, de pas mettre en avant sa poitrine, enfin tous les attributs en fait sexuels. Mais ça se fait toujours par rapport aux hommes en fait, et pas par rapport aux femmes, on est d'accord. Donc les femmes qui subissent une pression par rapport à ce contexte particulier, eh ben en fait elles n'ont que deux réponses quand elles sont mises face. C'est-à-dire que là, au moment où Seyar il fait voler en éclats le masque, en fait il ressort du coup la féminité et l'érotisation. Je le dis pas forcément dans le sens pornographique du terme, attention, je le dis au sens large, le charisme féminin en fait de Shaina, mais aussi sa fragilité. Et du coup, il la met en fait dans une situation de vulnérabilité. Et face à ça, en fait, Shaina, elle n'a que deux réponses. C'est soit elle répond à ce contexte sexuel au sens large du terme, encore une fois, on peut dire romantique si vous voulez, qui lui est proposé, donc elle tombe amoureuse, soit elle détruit
l'auteur de cette vulnérabilité, et dans ce cas-là, elle le tue. Donc moi, je trouve que ça fait du sens, en fait. C'est-à-dire qu'elle a été exposée. En fait, un aspect de sa féminité qu'elle n'avait pas le droit de montrer vient d'être exposée. Elle a été mise dans une situation extrêmement vulnérable. Et soit elle répond à cette vulnérabilité et elle l'écoute et elle accepte que les sentiments qui sont sortis de ce masque, en fait, soient réels et elle accepte de vivre avec, soit elle tue l'auteur de cette vulnérabilité pour revenir, en fait, à ce qu'elle avait... à ce qu'elle voulait cacher. C'est-à-dire que du coup, la source de cette vulnérabilité n'existe plus. Cette vulnérabilité n'existe pas. Et ce que je trouve de très intéressant, en fait, c'est que Shaina, quand Seyar lui brise son masque, elle le connaît depuis des années. En fait, ils se sont entraînés au même endroit. Enfin, c'est-à-dire c'est le mentor du rival de Seyar. Donc, en fait, elle connaît déjà Seyar. Elle l'a déjà fréquenté, elle sait qui il est. Donc, au moment où le masque tombe, ça ne change rien entre guillemets, enfin, ça ne change rien à Seyar, si vous voulez. C'est pas parce que tout à coup elle a un masque en moins que sa connaissance du personnage va changer. Et pourtant si, mais parce que finalement ce que révèle la chute du masque de Shaina, c'est pas simplement cette émotion, cette sensibilité qu'elle a voulu masquer elle, mais c'est aussi, ça révèle le comportement de Seyar par rapport à cette vulnérabilité. Et comment est-ce que Seyar réagit à cette vulnérabilité ? Bon, il lui fait un compliment en lui disant qu'elle est très jolie et que du coup c'est dommage qu'elle soit obligée de cacher son masque. Alors certes, c'est dit maladroitement parce que ça fait un petit peu... on pourrait presque traduire, bah bon, si t'avais été moche, ça m'aurait pas dérangé que tu mettes un masque, mais comme t'es mignonne... bon, j'avoue que c'est un peu maladroit. Mais dans l'idée, je veux dire, il ne valide pas le port de ce masque, et surtout, il va lui rendre... Et en fait, il va pas faire plus de commentaires et c'est tout. Et il porte aucun jugement et il va pas en profiter en fait ni pour se moquer d'elle, ni pour la rabaisser plus bactère, ni quoi que ce soit. Il lui fait un compliment sympa, il lui rend son masque et il trace sa route. En fait, il l'a respectée. Parce que finalement, qu'elle ait son masque ou pas, ça ne change rien. Et c'est là qu'elle tombe amoureuse de Seyar, en fait. Parce que dans ce milieu où elle subit une pression sexiste par rapport au regard des hommes qui... soit peut être un regard diminuant, soit peut être un regard hyper sexualisant, bah en fait, Seyar, il la considère juste comme une personne. Et c'est tout. Et c'est ça qui va faire, selon moi, qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et ça, pour moi, c'est plutôt sain comme manière de dire les choses. C'est-à-dire que celui qui va remporter le cœur de Shaina, c'est pas parce qu'il lui a pété son masque et qu'il l'a battu, c'est pas parce qu'il l'a humiliée, c'est justement parce qu'il ne l'a pas humiliée à un moment où il aurait pu le faire et qui fait preuve de respect, que tout à coup, il va susciter un changement de regard de Shaina par rapport à elle. Et je vois pas en quoi c'est sexiste, en fait, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'en discuter, parce que pour moi... encore une fois, c'est pas parce qu'on a des éléments sexistes dans une œuvre que l'œuvre, elle est forcément sexiste. Et ça, c'est une nuance que je trouve qu'il est hyper intéressant de faire. Et je pense que je reviendrai dessus quand je parlerai du personnage de Sid, notamment. Et du coup, pour continuer mon propos, j'avais décidé d'ouvrir un petit peu et de venir sur des œuvres, et notamment une œuvre en particulier qui est, je pense, beaucoup plus connue que Saint Seiya et qui est City Hunter. En tout cas, qui est plus populaire, qui est encore populaire aujourd'hui. Voilà. Ryo Saeba et son rapport aux femmes. Ryo Saeba, c'est un personnage hyper badass, mais c'est le plus gros charreau de l'histoire du manga. C'est le putain d'obsédé sexuel. Et alors en plus, bon, pour ceux qui connaissent la différence entre l'animé et le bouquin, dans l'animé, c'est pas marqué de manière très subtile. Son hyper libido, je sais, ça porte un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, son hypersexualité par rapport dès qu'il est mis en présence de jolies filles est un élément extrêmement distinctif du personnage. Et du coup, le manga, déjà, c'est quelqu'un, techniquement, il n'accepte de travailler que pour des jolies femmes. Est-ce que c'est sexiste ? Oui. Est-ce que c'est un gros obsédé sexuel absolument relou ? Oui. Est-ce que l'œuvre de City Hunter est sexiste ? Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que non. Et alors, est-ce qu'il y a des éléments sexistes dans City Hunter ? Oui.
Est-ce que l'œuvre en elle-même est sexiste? Est-ce que son propos est fondamentalement sexiste? Non, en tout cas pas à mes yeux. Alors après, je pourrais comprendre qu'il y ait des personnes, notamment féminines ou même masculines en fait, qui apprécient pas cet aspect-là du personnage, qui trouvent ça hyper lourdingue. Moi, la première, hein, sincèrement, j'aime bien City Hunter, mais c'est pas l'aspect du personnage que je préfère, très clairement. Et quand je suis allée voir le dernier film qui est sorti, moi j'étais vraiment très emmerdée sur le fait qu'on passe beaucoup trop de temps à nous montrer le côté chacal sexuel de Ryo Saeba que son côté badass. Mais ça n'empêche que, encore une fois, est-ce que City Hunter valide le comportement de Ryo Saeba? Pour moi, non. Et pour moi, non, de manière différente. Alors, il le fait déjà dans la manière dont est montré Ryo Saeba. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un de très visuel, alors je vais vous le montrer par l'image. Il y a une grosse différence entre le Ryo Saeba badass qui one-shot des hélicoptères avec son magnum je sais plus combien, et ce Ryo Saeba-là. On se la refait. Épique, badass, stylé, beau gosse, charismatique, tout ce qu'on veut. Là, il a l'air d'un clown. À chaque fois qu'il est représenté dans des moments où il fait le charreau, il est jamais mis en valeur dans le manga. Il a toujours une grosse tête de crevard pervers premier degré. Il fait pitié. On est d'accord. Il fait pitié. Ah, regardez-moi cette gueule. Je vous montre parce que là, je vous ai montré l'animé. Mais je veux dire, dans le manga d'origine, quand il est en mode crevard premier degré, il a pas une tête de mec badass qui inspire le respect. On est d'accord, hein. Donc, si vous voulez, pour moi, ce rapport aux femmes qui est à la base pas très louable, est-ce qu'il sert à un propos sexiste? Non, parce qu'en fait, déjà, il n'est pas validé visuellement dans la représentation qui est faite du personnage, et en plus, il n'est pas validé non plus par l'histoire. Enfin, je veux dire, les jolies filles, en général, qui se retrouvent devant le meilleur détective de Tokyo sont, la plupart du temps, assez surprises de se retrouver devant un mec qui se comporte comme un obsédé sexuel premier degré. Elles sont rarement... quand je dis rarement, je crois que ça n'arrive jamais. Après, je connais pas toute l'œuvre par cœur non plus. Hein. Mais en général, elles sont plutôt rebutées par cet aspect de sa personnalité. Et quand il arrive à gagner le cœur de ces femmes, et déjà, il le fait, si je ne m'abuse, assez souvent de manière platonique, voire peut-être tout le temps de manière platonique. Mais encore une fois, j'ai pas lu le manga, donc peut-être que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, quand il arrive à les ranger de son côté et qu'elles finissent par avoir du respect pour le personnage, c'est quand elles ont compris que il n'est pas que cet obsédé sexuel qu'on voit au premier degré. En fait, c'est quand il a fait preuve de respect, quand il les a aidées, quand il a cherché à les comprendre, parce que ces femmes, au départ, elles ne l'intéressent que pour leur cul, mais il y a toujours le fait que quand il va chercher à les protéger, on va en apprendre plus sur leur histoire, on va en apprendre plus sur leur souffrance, il va les prendre en considération et il va tenter de les aider là-dedans. Donc encore une fois, c'est la même chose que pour le rapport Shaina-Seyar, en fait. C'est-à-dire que ces femmes ne finissent par avoir soit une attirance, soit à minima du respect pour le personnage de Ryo Saeba que quand il fait preuve de respect envers elle, en fait. Donc pour moi, il n'y a pas de validisme de son comportement de charreau obsessionnel. En fait, c'est de l'humour, parce que bah oui, au Japon, l'humour potache... sexualisé premier degré, ça leur pose moins de problèmes que chez nous. Effectivement, il y a cette différence culturelle-là, et c'est une différence culturelle qui, vu le succès de la série, a quand même pas l'air de rebuter tout le reste du monde. Mais est-ce que le propos derrière de cette œuvre est totalement sexiste? Moi, je suis pas sûre. Et moi, je suis même convaincue du contraire. Et la deuxième chose, c'est que Ryo Saeba, tout seul, est un personnage incomplet. Il est complété par deux femmes. Le premier personnage, c'est le personnage de Saeko, donc Hélène dans la version française. C'est vrai que je vous dis Ryo Saeba, donc Nicky Larson, pour ceux qui ont connu l'œuvre par le Club Dorothée, qui est en fait l'archétype de la femme fatale. C'est le rêve incarné du Ryo Saeba, donc du Nicky Larson. Donc je vais rester sur les patronymes japonais, excusez-moi. Du Ryo Saeba charreau obsessionnel. Elle est belle, elle est sexy, elle est extrêmement désirable, etc. Donc, je veux dire, il passe son temps à essayer de se la faire, littéralement. Et en fait, elle en joue. Mais elle en joue, genre, elle te le manipule par le bout du nez, mais c'est mastoc, quoi. Et d'ailleurs, du coup, bah, tout comme il y a deux manière de présenter le personnage de Ryo Saeba selon quand il est dans son Ryo badass mec bien et quand il est dans son Ryo Charo, le personnage de Saeko, voilà, ça c'est la Saeko qui, elle sait très bien faire la cruchasse
premier degré quand ça sert ses intérêts. Mais en fait, derrière, elle en a pas besoin. Hein. Je veux dire, je vous remonte la première image, pour ceux qui connaissent pas trop Nicky Larson. Enfin, City Hunter, c'est un personnage badass en fait, hein. Elle sait très bien se démerder, c'est une excellente policière, etc. C'est juste que elle est pas aussi badass que notre héros, donc en fait quand ça l'arrange bien qu'il fasse le taf à sa place, elle sait sur quel bouton appuyer. Donc en fait quand elle fait ça, et d'ailleurs elle fait ça avec plein de mecs, hein, je veux dire, il me semble que de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas remis dans City Hunter, mais le chef de la police, c'est pareil, je veux dire, quand elle a besoin, genre, elle a fait un truc, elle a fait une connerie, ou quand elle a besoin qu'on nettoie la merde qu'elle a fait à sa place, hop, tout de suite, ah là 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 là. Et du coup, en fait, elle se sert du paternalisme et de l'attirance, en fait, qu'elle a envers les hommes pour parvenir à ses fins. Donc, ce faisant, elle invalide la crédibilité du comportement de ces hommes-là. C'est-à-dire que... elle, c'est le personnage qui va, encore une fois, montrer que le discours, c'est pas de dire que ce qu'ils font là, c'est bien. Bah non, parce qu'en fait, elle s'en sert et elle les manipule comme des gamins. Et le deuxième personnage, qui est évidemment hyper important, qui est le complément indispensable de Ryo Saeba, c'est Kaori. La femme que Ryo Saeba aime vraiment et sincèrement, et qu'il va constamment s'empêcher, il va constamment en fait s'empêcher d'exprimer les sentiments qu'il a pour elle, parce qu'il sait qu'il fait un milieu dangereux et qu'il veut pas en fait officialiser une relation qui la mettrait encore plus en danger. Bon, ce qui est un peu con parce que si vous voulez mon avis, ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble, donc franchement c'est vraiment juste pour nous faire la romance slow burn typique à la japonaise. Voilà. Bon, ils aiment bien mettre ça à toutes les sauces. Et puis ça ramène de la tension. Et puis ça fonctionne. On se fait avoir à chaque fois. Mais je veux dire, c'est la douceur, c'est l'âme cachée. En fait, c'est tout comme il y avait, tu vois, l'amour de Seyar que Shaina a pour Seyar. C'est sa partie sensible qui est cachée derrière le masque. Et derrière son masque à lui, qu'il ne porte pas visuellement, mais il y a son amour pour Kaori qui revient tout le temps. Et d'ailleurs, la plupart des femmes qu'il essaye de séduire, en général, à la fin de l'épisode, elles comprennent très bien, en fait, quelle est leur relation, et elles savent très bien que le mec qui n'a pas arrêté de leur courir après, en fait, il est fou amoureux de cette nana-là, et elles comprennent très bien leur relation. Elle est toujours assez mise en avant, notamment dans les derniers films qui sont sortis, quoi. Et en fait, elle est la caution qui, encore une fois, invalide l'aspect sexiste, obsédé sexuel de Ryo Saeba pour nous montrer une autre facette du personnage, une facette du personnage qui, celle-là, est constamment validée. Ce qui fait qu'en fait, la lecture du personnage de Ryo Saeba, il se fait à travers ces deux femmes. D'ailleurs, elle va être aussi littéralement celle qui invalide son comportement, puisque déjà, contrairement au personnage de Saeko, c'est l'inverse total des femmes qui attirent Ryo Saeba. Je veux dire, elle est à l'opposé de la femme fatale. C'est une fille qui est plutôt garçon manqué, etc. Donc, je veux dire, le mec qui passe son temps à regarder des nanas qui sont des archétypes de la féminité telle que vue par les hommes, en fait, celle qui attire vraiment son cœur, elle est à des kilomètres de ça. Et physiquement parlant, elle est toujours en train de nous rappeler que ce qu'il fait, c'est pas bien et c'est pas tolérable, en fait. Voilà. Donc, tout ça pour servir le propos que c'est pas parce qu'on a des éléments sexistes dans une œuvre et qui peuvent être portés des fois par un personnage principal que la finalité, en fait, de cette œuvre-là est sexiste. C'est important de parler du sexisme, en fait, parce que c'est en parlant qu'on le met en exergue, en fait, et qu'on pose cette question sur la table. Et ce que je dis pour le sexisme, il peut être valable pour plein de tas d'autres choses, en fait, l'homophobie, le racisme, toutes les formes de discrimination et de ségrégation. Moi, je suis personnellement pas partisane de la cancel culture qui veut qu'on arrête de parler de ces sujets au motif que c'est pas bien. Bien sûr qu'il faut qu'on en parle, bien sûr qu'il faut qu'on le discute, mais d'une manière qui soit pas validiste. Et le fait de l'amener d'une manière qui soit un peu réaliste, je veux dire, les mecs, ils sont tous un petit peu Ryo Saeba sur les bords, enfin la grande majorité, en tout cas quasiment tous ceux que moi j'ai rencontrés dans ma vie, je veux dire, ils ont tous ce côté-là, ils parlent de cet aspect des hommes qui est là et qui existe en fait, et il le met sur la table, et par rapport au personnage, il y a certains prismes en fait qui sont mis en avant, mais encore une fois, on n'est jamais dépossédé en tant que lecteur et en tant que public de notre capacité fondamentale à nous positionner par rapport à ça, en fait, de manière personnelle. Notre esprit critique n'est jamais mis en défaut, en fait, d'une œuvre qui n'est ni validiste, ni moralisatrice. Et pour moi, c'est exactement comme ça qu'il faut faire les choses.
Bon, je voulais encore faire une petite digression en parlant du cas de Cobra Space Adventure, qui est un animé que j'aime énormément, mais pour lequel j'aurais eu un regard un petit peu plus critique à l'égard du sexisme pour le coup. Mais bon, on va pas avoir le temps de tout traiter dans cette causerie. On va plutôt passer maintenant à la deuxième partie, qui est aussi très intéressante, de la question d'Arthur, qui m'avait donc demandé... Avec le remake Netflix qui fait de Shun une fille sous prétexte qu'un groupe d'hommes qui protège une femme, ça ne passe plus en 2017, Shaina qui ne porte pas de masque mais Marine si, j'ai l'impression qu'en voulant rendre l'œuvre plus moderne et moins problématique, ils ont mis plus d'incohérences et de problèmes, soit l'inverse de leur démarche. Merci Arthur pour cette question extrêmement judicieuse et cohérente qui nous amène effectivement à la deuxième partie du problème. Parce que effectivement, y a un remake donc en images de synthèse cette fois-ci qui a été diffusé sur la chaîne Netflix, dont la première saison a été une catastrophe absolue à bien des égards, et qui est justement passé alors par la moulinette de l'américanisation au prétexte que soi-disant le public américain n'est pas capable d'apprécier des œuvres qui ne sont pas passées à la sauce ketchup visiblement, ce qui pour moi est déjà une première aberration. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est que c'est passé par la moulinette de la bien-pensance de chez Wish. Quand je dis de chez Wish, c'est que j'ai aucun problème, encore une fois, avec le fait de ramener de la bienveillance et des propos qui soient plus éthiques dans les représentations culturelles et dans les œuvres de fiction. Ça ne me pose pas de problème, mais quand c'est fait avec le cul et pour des motifs, voilà, encore une fois, uniquement commerciaux, là, ça me pose un petit peu plus de soucis. Et le cas du remake de Saint Seiya est vraiment un cas d'école en la matière, donc je pense que ça peut être intéressant qu'on s'y penche un petit peu. Donc, selon les créateurs de la série, j'imagine, faire une bande de mecs qui sauvent une nana en 2017, ça ne passe plus. Alors, est-ce que c'est dérangeant aujourd'hui qu'un groupe d'hommes aille sauver une femme? Alors déjà, on va se pencher sur le groupe de mecs en question. Donc on a 5 chevaliers de bronze qui ont chacun une personnalité et qui racontent chacun des choses différentes. Et il y en a un en particulier qui sort un petit peu du lot et qui est le personnage de Shun. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, Shun est un chevalier donc, qui porte une armure de couleur rose, qui est symbolisée par une femme, puisqu'il représente la constellation d'Andromède. C'est un jeune homme extrêmement pacifiste, doux, empathique, qui n'aime pas se battre. Voilà. Et pour autant, dans l'œuvre d'origine, je précise parce qu'il a été assez abîmé malheureusement par les films qui ont été faits sur la licence à ce niveau-là, mais si on s'en tient à l'œuvre d'origine, Shun est présenté comme étant le premier chevalier de bronze à avoir atteint son niveau maximal de puissance bien avant qu'il soit question pour les autres chevaliers de bronze d'avoir à atteindre ce niveau-là parce qu'ils vont se poutrer avec des chevaliers d'or. Il est présenté comme un chevalier qui est courageux, qui n'hésite pas à faire face au danger, qui a une certaine puissance, effectivement, et sans vouloir vous spoiler l'œuvre, un petit peu plus tard dans l'œuvre, en fait, on apprendra que, justement, sa pureté le place, lui permet, en fait, de devenir l'égal de quelque chose qui est plus puissant qu'un chevalier d'or. Voilà, donc c'est pas du tout un personnage qui est montré de base comme étant diminué. Et pourtant, c'est un personnage qui avait déjà de facto des caractéristiques qu'on associe plus volontiers à des femmes. Et dans les années 80, Masami Kurumada nous présente du coup un personnage qui arrive à avoir des aspects qui sont plutôt connotés en fait féminin sans jamais perdre son identité d'homme et ni ses caractéristiques valorisantes en tant que chevalier. Donc je le répète, on est face à une œuvre qui de base nous présente des personnages féminins qui ont des caractéristiques plutôt connotées masculines, Marine et Shaina, en tout cas en façade dans leur comportement, et on a un personnage masculin qui a des caractéristiques de personnage qui sont plutôt connotées féminines habituellement et aucun de ces personnages n'est dévalorisé pour ça.
À quel moment c'est problématique ? Eh ben, il y a des gens qui, visiblement, ont dû penser que par principe, ça l'était. Alors, je vous explique ce qu'ils ont fait. Donc, Arthur l'a déjà bien détaillé. Donc, ils ont enlevé le masque de China. Parce que, comme je vous le disais au début, effectivement, le fait de masquer une femme, c'est sexiste. Sauf que le port de ce masque, il racontait quelque chose. Et il dénonçait, en fait, une forme de sexisme à l'intérieur des chevaliers. Donc, en fait, tout ce propos de dénonciation, en raison d'une réaction de soi-disant pétrie de bien-pensance qui va générer ce que j'appellerais aujourd'hui la cancel culture. Donc, en fait, comme c'est problématique, on n'en parle pas du tout. Donc, au lieu de nous le présenter, de poser la question de ce sexisme et de faire appel, du coup, à l'intelligence des gens qui regardent, ou en tout cas en le présentant d'une manière qui n'est pas validiste, on l'enlève complètement. Donc en fait, ce problème-là, qui était posé par l'œuvre au départ, moi j'ai un problème avec ça, c'est que du coup, on n'en parle plus du tout. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça génère des incohérences de malade. Et ça prouve bien que ce remake a été fait par des personnes qui ne connaissent pas l'œuvre de Senseiya et en tout cas ne l'ont clairement pas comprise. Puisque, c'est ce que je vous expliquais au début, ce qui a généré la présence du masque au départ, c'est pas du sexisme de la part de Masami Kurumada. C'est pour avoir un prétexte scénaristique à garder le mystère sur l'identité de la sœur de Seiya. Or, si tu enlèves le masque, c'est-à-dire qu'à la limite, ils auraient enlevé les masques, mais ils auraient trouvé autre chose pour garder ce mystère. Ça aurait peut-être pu passer, mais non. Non. Les gars, ils n'avaient pas d'autre solution. C'est bien la preuve que du coup, Masami Kurumada, il n'avait pas une idée complètement conne, en fait, quand il a fait ça, n'est-ce pas ? Et du coup, ils ont quand même laissé le masque à Marine, sauf qu'en fait, ils l'ont enlevé sur les autres femmes chevaliers. Donc, big incohérence scénaristique. Et du coup, tout l'arc que ça racontait, enfin en tout cas qu'il est possible d'interpréter sur le personnage de Shaina par rapport au masque symbolique et à la violence symbolique qu'elle subit et à son identité sensible qui se révèle face à un homme qui lui apporte du respect, ça ne peut plus exister. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont mis à la place de plus intéressant ? Que dalle. Vraiment que dalle. Donc déjà, est-ce que c'est plus féministe d'avoir fait ça ? Je crois pas du tout. Et en plus, est-ce que c'est plus cohérent artistiquement ? Clairement pas. Et la deuxième chose qui pose gravement problème, c'est que Shun, ils en ont fait une fille. Voilà. Donc c'est-à-dire que les mecs se sont dit que ça serait quand même bien de mettre une fille dans l'équipe pour que ça soit moins masculiniste. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme personnage pour mettre un quota féminin, celui qui avait déjà tous les attributs féminins. Donc vous voyez où je veux en venir. On se retrouve avec une nana qui porte du rose, qui est douce, qui est empathique, qui aime pas la violence, etc. Je veux dire, on est passé d'un personnage qui était déjà hyper progressiste, qui était déjà un personnage qui cassait les codes du masculinisme 20 ans auparavant, et ils en ont fait Stella de la patte patrouille. Bravo les gars, vraiment. C'est-à-dire que vous auriez mis vos couilles sur la table, si vous vouliez mettre une meuf dans l'équipe, fallait mettre Iki, qui est la représentation typique du mâle alpha, et personnellement j'ai rien contre ça, parce que le personnage d'Iki, il est super badass, et il est super cool. Et les archétypes, masculins, de chevalier courageux, un petit peu badass, machin, qui a besoin de personne, ça marche, on aime ça. J'ai même envie de dire que ça aurait même pas été vraiment le bon casting, parce qu'on se serait retrouvé avec le cliché de la meuf qui, pour montrer que c'est pas une meuf cliché et ultra masculiniste et tout, limite, je pense que le meilleur casting pour moi, ça aurait été Shiryu. Voilà, vous auriez mis Shiryu en meuf, j'aurais dit ok. Alors, en plus, pour faire rager les anti-woke, si on gardait la romance avec Shunrai, du coup, on avait une lesbienne, oh là, double quota de la bien-pensance, vas-y les gars, let's go, c'est parti. Et ça nous évitait de tomber dans des clichés dégueulasses. En fait, qui ont fait régresser le progressisme de base de l'œuvre. Et comme quoi, c'est quand même pas déconnant de pas prendre les gens pour des cons et de les mettre face à des œuvres qui les questionnent. Parce qu'en fait, la réaction des fans de Senseiya de manière assez globalisée, ça a été de dire que ces choix-là, c'était de la merde, exactement de la même manière, parce que ce que je viens de vous expliquer là, c'est ce que j'ai vu critiquer dans le fandom quasiment partout. Ce qui prouve quand même bien que les fans de Senseiya, qui sont, à mon avis, en grande partie, effectivement,
des hommes, mais pas que, ont tous été d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée d'avoir fait un personnage féminin cliché et d'avoir supprimé un élément scénaristique qui apportait une certaine cohérence, qui n'avait rien d'intention sexiste à la base et qui posait de très très bonnes questions. Donc comme quoi peut-être que c'était pas à la base regardé par des machos premier degré qui cherchaient à humilier les femmes ou je ne sais pas quoi. Et encore une fois, moi j'en reviens à la question de est-ce que c'est important d'avoir un certain nombre, un certain quota de personnages féminins dans une œuvre, ou est-ce que c'est pas plus intéressant de se demander si ces personnages féminins sont bien écrits ? Alors, je vous donne un exemple. Il y a eu un spin-off de Saint Seiya qui est paru, qui s'appelle Sentia Show, et qui présente des femmes chevaliers qui font partie d'un ordre spécial de protection rapprochée d'Athéna et qui ne portent pas de masque. Pendant des années, mais vraiment des années, je me suis refusée à aller lire ce spin-off au motif que, mais est-ce que en tant que meuf, j'ai vraiment besoin qu'on me mette des chevaliers en jupette pour m'intéresser à une œuvre. D'ailleurs, moi, je trouve que ça vaudrait le coup de s'attarder un petit peu sur ces héroïnes-là, justement. Donc, les héroïnes de Sentia Show sont, comme vous pouvez le constater sur l'image, des guerrières chevaliers, mais qui sont démasquées. Est-ce que pour autant, je considère que ces héroïnes sont plus féministes que les personnages précédents dont j'ai parlé ? Vous vous doutez bien que ma réponse va être et non. Et pourquoi non ? Ben parce que c'est justement moi ce qui m'a coupé l'envie en fait de lire ce manga pendant des années, c'est le fait que ok, on t'enlève le masque, mais encore une fois pour moi c'était pas indispensable. J'ai rien contre à partir du moment où ça rentre dans l'univers, ça vient pas perturber des choses, etc. Mais c'était pas indispensable pour moi puisque ça ne me dérangeait pas sur les personnages féminins précédents. Par contre, le fait qu'on te sorte un manga qui, de manière éditoriale, j'entends, te donne quand même le sentiment que l'idée, ça a été de dire est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un public féminin sur Saint Seiya en mettant des personnages qui vont plaire aux filles. Et du coup, bram, on te colle les clichés bien féminins. Alors avec les petites jupettes, bon, je vais pas dire les talons parce que je supporte pas cette manière talons aiguilles à des guerrières dans les jeux vidéo ou n'importe où, mais les chevaliers d'or aussi, ils ont des talons. Donc là, j'ai pas l'argument. Mais on voit quand même bien que dans l'emballage, ça sent le truc qui est pour les filles. Ne serait-ce que le logo, par exemple, du manga, qui est un petit ruban rose quand même très choupi, qui fait plus shoujo que trucs guerriers qui vont sauver l'univers. C'est ça, en fait, qui me dérange derrière. C'est que quand tu te mets à vouloir faire des œuvres pour les filles, déjà, tu pars du principe que les filles, elles vont pas s'intéresser à ton œuvre d'origine. J'ai eu exactement le même sentiment avec le petit titillement comme ça d'impression très dérangeante au niveau de l'anus quand j'ai joué à Final Fantasy X-2. Et parce que tu te rends compte que l'univers quand même qu'on te propose dans celui-là est pas totalement dans le même esprit, n'est-ce pas, que ce qu'il y avait dans la préquel, donc Final Fantasy X, enfin plutôt le jeu d'origine. Et au bout d'un moment, tu peux quand même pas t'empêcher. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de penser. Est-ce que le but du truc, c'était pas de se dire, ok, on va essayer de ramener des filles sur la licence Final Fantasy. Alors les filles, vous allez venir vous intéresser à nos RPG. Regardez, vous êtes contentes. On vous a mis des jolis habits, des beaux gosses, de la J-pop, une belle histoire d'amour et des antagonistes roses à paillettes. Et si vous allez bien vos grands-mères, en fait. Parce que déjà, ce qui me dérange dans cette façon de faire les choses, c'est que tu pars du principe que les filles, elles ne s'intéressaient pas à l'œuvre d'origine. Et du coup, tu invisibilises et tu déconsidères le public féminin qui lisait déjà l'œuvre avant que tu mettes du rose, des jupettes et des paillettes. Et la preuve que oui, il y avait des filles qui s'intéressaient à Saint Seiya, je vous la donne. Il y a eu des spin-offs qui ont été créés. Et parmi ces spin-offs, il y en a 2 qui sont The Lost Canvas et également Sentia Show. Et devinez quoi ? Ils ont été écrits par qui ? Par des femmes, en fait. C'est 2 mangaka, donc Chimaki Kuri pour Sentia Show et Shiori Teshirogi pour The Lost Canvas. Et
du coup, le flambeau le plus direct, l'héritage le mieux mis en valeur de l'héritage de Senseiya, qui a passé de Masami Kurumada vers la jeune génération, il s'est fait à travers de mangaka femmes. Alors, c'est pas les seuls qui ont créé des spin-offs, mais c'est quand même ceux qui sont considérés aujourd'hui comme les plus proches, en fait, de l'esprit de l'œuvre d'origine. Donc, ça prouve quand même bien que des femmes étaient capables de s'emparer, en fait, de cet héritage. Et autant pour Sentia Show, effectivement, il y a l'emballage très cliché féminin, mais qui, finalement, quand on prend le temps de lire l'œuvre, ce que j'ai fini par faire, et d'aller au-delà de ces clichés, raconte quand même quelque chose de bien plus intéressant et bien plus profond. Et pour The Lost Canvas, on est totalement dans un univers qui est très, très proche, en fait, de celui qui était celui de l'œuvre d'origine. Elle n'a rien féminisé du tout, au prétexte que c'est une femme, en fait. Alors, elle a peut-être écrit des personnages féminins un peu différemment de ce que faisait Masami Kurumada, effectivement, mais pour autant, elle a pas... Voilà, on n'a pas repeint toute l'œuvre en rose fluo pour que ça plaise. Et ça aussi, en fait, ça m'énerve. Et c'est presque pour ça, d'ailleurs, que je trouve que les personnages de Marine et Shaina sont plus féministes que les héroïnes de Sentia Show. C'est que l'idée de se dire que pour que ça plaise aux filles, il faut qu'on repeigne tout en couleur Barbie, moi ça me fume en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que ces choix éditoriaux-là, ils sont faits par des personnes qui ne prennent pas en compte le public féminin et ont des idées quand même extrêmement réductrices sur ce que les lectrices attendent, ce qui peut leur plaire et ce qu'elles peuvent percevoir d'une œuvre. Alors peut-être que je ne serais pas surprise, et je pense quasiment, je mets ma main à couper, que l'œuvre de Senseiya, elle est beaucoup plus consommée par des garçons que par des filles, effectivement. Mais il est où le problème ? Est-ce que c'est parce que c'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas assez de petites jupes et il n'y a pas assez de roses bonbons ? Ou est-ce que c'est peut-être parce que déjà les catégories éditoriales à la base au Japon, elles excluent d'office le lectorat féminin par leur intitulé même ? On parle quand même de shonen. Encore aujourd'hui, en 2025, shonen, c'est une catégorie shonen, ça veut littéralement dire jeune garçon. Donc en fait, quand tu vas dans un magasin de manga et que tu cherches dans la catégorie éditoriale, d'emblée, l'intitulé te dit « c'est pas pour toi, meuf ». Et après, on va s'étonner que les filles vont pas forcément aller vers ces œuvres-là. Bah évidemment, c'est déjà genré à la base, c'est déjà cliché à la base et c'est déjà réducteur à la base. Alors après, évidemment qu'il y a plein de filles qui vont pas s'emmerder et qui vont se dire « moi, je suis une fille et j'aime bien lire des shonen ». Et quelque part, heureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà de base, pour moi, c'est du même niveau que quand nous, on recevait à l'époque nos catalogues de jouets pour Noël. J'espère qu'en 2025, c'est plus le cas aujourd'hui. Et où t'avais les petites pages roses avec les poupées et les Barbies, parce que vouloir faire un roleplay de la famille, eh ben, c'est que les filles qui ont envie de faire ça. Et puis avoir envie de faire un roleplay de bricoleur, c'est que les garçons qui ont envie de faire ça. Voilà, on est à ce niveau-là, en fait. Donc, si vous enlevez un masque qui, de base, n'était pas dérangeant, et que vous rajoutez tout un tas de clichés ultra réducteurs sur le public féminin, je vois pas où est le féminisme en fait dans la globalité. Et en plus, si on veut vraiment parler de paroles féministes en soi, est-ce que des personnages féminins sont obligés d'être féministes pour être intéressants ? Pas du tout. Je veux dire, les héroïnes de Sentia Show, elles sont très bien comme elles sont, c'est pas le problème. Je suis pas dérangée par le fait qu'elles portent des jupes, je suis pas dérangée par le fait qu'elles aient pas de masque, et je suis pas dérangée par le fait que c'est des filles, parce que c'est très bien intégré dans le lore de l'œuvre, et c'est pas ça finalement qui est important, j'ai envie de dire. Mais justement, la différence, c'est que Marine et Shaina, elles portent un discours sur le fait d'être des femmes. Le fait qu'elles soient des femmes, ça fait partie intrinsèque de ce que racontent leurs personnages. Elles ne racontent pas que ça, évidemment, et heureusement, j'ai envie de dire, mais le fait qu'elles soient des femmes fait une différence. Si je prends les héroïnes de Sentia Show, je peux raconter la même histoire, exactement la même histoire, avec des personnages masculins, ça ne changera strictement rien. Vraiment strictement rien. Donc finalement, les personnages féminins qui portent un discours plus profond sur leur nature même de femmes, sont les personnages de Shina et Marine bien plus que les personnages de Sentia Show. Et en fait, du coup, pour en revenir au propos principal, parce que je parle beaucoup de féminisme, mais la question de base, c'était plutôt est-ce que je considère que ces personnages sont sexistes ? Eh ben, moi, je vois plus de sexisme dans les personnages de Sentia Show que
dans les personnages de Shaina et Marine. Alors, je dis pas que ce sont des personnages sexistes non plus. Je veux dire, moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas empêché d'apprécier l'œuvre, le fait qu'elles aient des jupettes, qu'il y ait du rose, et que ce soit que des filles, et qu'elles soient démasquées, je veux dire, c'est pas le problème. C'est juste que l'idéologie que ça véhicule derrière, pour moi, elle me pose quand même un souci, elle me dérange. Parce que avec comment dire, des intentions éditoriales comme celle-là, moi, personnellement, en tant que femme, je me sens ni considérée, ni représentée, ni comprise. Pas considérée parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a invisibilisé mon existence en tant que fan de l'œuvre originale. Pas représentée parce que moi, je me reconnais pas dans les jupettes et le rose et les paillettes en tant que nana, ça me parle pas. Et quand je vous dis ça me parle pas, ça m'a jamais parlé en fait en tant que nana, et je me sens pas comprise parce que voilà, le fait de dire pour que tu t'intéresses à une œuvre, il faut qu'on te balance tout un tas de clichés hyper réducteurs sur ce qui est censé plaire aux nanas, au lieu de se contenter de se dire que peut-être que j'ai été capable de percevoir la profondeur de l'œuvre originale, j'ai pas du tout le sentiment qu'on m'a comprise en tant que lectrice, en fait. Enfin, je veux dire, regardez l'état du jeu vidéo aujourd'hui. Je pense que moi, j'ai vécu à une période où, quand t'étais une nana et que tu jouais à des jeux vidéo, on te disait « Ah bon ?» J'ai même entendu, je vous jure que c'est vrai, sur mon ancien lieu de travail, mon responsable hiérarchique me dire que si je jouais aux jeux vidéo, c'est que j'étais un homme. Et ça date pas d'il y a 30 ans. Mais évidemment que ça surprenait les gens parce que le jeu vidéo était fait par des mecs cisgenres hétérosexuels pour des mecs cisgenres hétérosexuels. Et que les représentations globalisées, on va dire, de beaucoup de ces jeux, pas l'intégralité, mais beaucoup de ces jeux étaient orientés pour plaire à un public essentiellement masculin, et cisgenre et hétérosexuel. Et aujourd'hui, les gens qui font les jeux vidéo et qui jouent aux jeux vidéo ne sont pas que des mâles cisgenres hétérosexuels. Pourquoi ? Parce que ça ne nous a pas empêchés, en fait, d'apprécier les œuvres pour ce qu'elles étaient et pour ce qu'elles avaient de divertissant, de qualitatif, voire certaines fois de foutrement intéressant au niveau de leur scénario, de l'écriture, du personnage, de la mise en scène, enfin pour toute leur qualité artistique. Alors évidemment que le jeu vidéo, il a évolué parce que ces gens-là qui ont apprécié le jeu vidéo malgré le fait que c'était ciblé sur un public très restreint, sont aujourd'hui ceux qui font les jeux vidéo. Et du coup, ils ont envie de faire des jeux vidéo qui leur ressemblent. Donc évidemment que ça fait évoluer le milieu. Et ce qui s'applique aux jeux vidéo s'applique à toutes les œuvres de culture populaire, bien sûr. Mais on n'a pas attendu d'avoir des œuvres qui sont faites, qui sont passées à la moulinette des clichés et des quotas de la bien-pensance pour pouvoir en déceler leur qualité artistique et les apprécier. Et j'ai envie de te dire, ça va être mon propos, et du coup je vais répondre au dernier élément de la question. Si tu veux rajouter plus de féminisme dans ton œuvre, au lieu de casser ce qui était déjà super intéressant et cohérent et qui faisait réfléchir dans l'œuvre et de venir t'attaquer en fait aux personnages masculins qui étaient déjà très bien écrits ou aux personnages féminins qui étaient déjà très bien écrits, peut-être qu'il aurait fallu que tu te penches sur les personnages féminins qui posaient problème en fait. Et du coup, moi, je vais en venir au cas de Saori Kido, donc Athéna. Alors là, par contre, oui, moi, je trouve, personnellement, mais encore une fois, ça n'engage que moi, que c'est un personnage féminin qui pourrait largement être un petit peu mieux proposé et mieux écrit que ce qu'on nous a proposé dans l'œuvre. Parce que Athéna, dans l'arc principal de Senseiya, passe son temps à se faire prendre au piège de quasiment tous les dieux qu'elle croise. Ah oui ? Et passer sa vie à courir après la princesse machin là, tellement conne, mais tellement conne qu'elle se fait kidnapper toutes les 5 minutes. Vous croyez vraiment que c'est une sinécure ? Et qui surtout n'est absolument pas en fait à la hauteur de ces dieux. Elle est toujours confinée dans le rôle de « alors je ne peux pas m'attaquer aux dieux parce que je dois m'attaquer à sauver la planète avec ma grande aura de déesse bienveillante, tout ça, tout ça ». Alors évidemment que scénaristiquement ça se comprend, parce que sinon les chevaliers ils servent à rien. Encore une fois, il faut replacer les choses. Oui, Saori Kido est un prétexte pour raconter l'histoire des chevaliers.
Le fait que ce soit une femme, c'est mal tombé. Il a choisi la déesse Athéna. Bon, en même temps, quand on réfléchit, est-ce que c'est complètement déconnant d'avoir voulu faire de la déesse Athéna, je le rappelle, déesse de la sagesse, protectrice des héros et défenseuse de la paix, la protectrice de la terre. Non, c'est pas déconnant. Donc je veux dire, à la base, l'écriture de Masami Kurumada, encore une fois, elle se justifie. Mais peut-être qu'effectivement, ils auraient pu modifier un peu la personnalité d'Athéna, accentuer la puissance du personnage, la sortir un petit peu de son côté déesse en détresse. Donc en fait, l'œuvre de base proposait déjà des choses qui apportaient en fait du grain à moudre et ces différents spin-offs qui auraient pu permettre en fait de ramener certaines questions sur le tapis ou de modifier le personnage féminin pour qu'on ait face à quelque chose qui soit un peu plus équilibré. Et c'est ce que la saison 2 de ce remake a fait, puisqu'ils ont décidé de mettre un peu plus en avant des personnages féminins, et notamment des femmes chevaliers, comme le personnage de June, qui était plutôt un PNJ dans l'œuvre originale, et qu'ils ont essayé un petit peu de développer. Et bien ça, c'était une bonne idée. Et vous savez quoi ? Les fans de Saint Seiya qui ont eu le courage de regarder la saison 2 de cette série faite avec le cul, ils ont trouvé que c'était très bien de mettre en avant les personnages qui existaient, féminins qui existaient déjà, de leur donner des rôles un petit peu plus importants, de renforcer leur personnalité en restant toujours dans le lore de départ. June surtout, c'est un petit miracle. Dans le matériau original, elle a à peine été esquissée, mais là, elle devient un vrai personnage, avec un cœur, une histoire, une raison d'exister. On ressent sa loyauté, sa peur, son humanité. Elle n'est plus juste entre guillemets la copine d'entraînement de Shun, elle est une guerrière qui doute, une âme qui souffre. Donc comme quoi, moralité, les gens qui regardent ces œuvres sont pas des glands. Les gens qui regardent ces œuvres, que ce soit des hommes ou des femmes, ils ont pas de regard sexiste ou d'a priori sexiste en fait quand ils regardent une œuvre. Et qui sont capables d'en percevoir les défauts, qui sont capables d'en comprendre les enjeux, les débats, et qui sont capables de saluer des évolutions progressistes quand elles sont intelligentes, amenées pour de bonnes raisons et faites en cohérence avec l'œuvre. Donc voilà le débat que je voulais ramener sur ces sujets-là. Parce que je trouve que c'est... Je pense qu'en vrai, j'apprends rien à personne et je ne serais pas surprise de savoir que vous serez assez nombreux, hommes ou femmes, à être d'accord avec ce que je raconte, en tout cas sur le principe qui est de dire que oui, le sexisme, c'est pas bien. Merci, pour la grande majorité d'entre nous, on est tous au courant. Et que oui, c'est pas inintéressant de faire évoluer ou d'améliorer un petit peu certaines œuvres, en tout cas de les moderniser, comme on le dit aujourd'hui, pour amener un propos qui soit encore plus fort. Mais est-ce que ça doit se faire d'une manière extrêmement moralisatrice et j'ai envie de dire sans aucune réflexion prise en compte de la valeur artistique de l'œuvre au départ, sans aucune compréhension de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va prendre une œuvre, n'importe laquelle, et qu'on va lui faire cocher des cases comme ça, de manière assez bête et disciplinée. Et surtout, est-ce que de mettre sous le tapis les sujets qui fâchent est une bonne manière de défendre une représentation saine et intelligente et intéressante des femmes dans la pop culture et une représentation qui soit intéressante? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que les sujets qui fâchent, c'est normal qu'on les amène, mais qu'on les amène d'une manière qui soit intelligente et qui soit suffisamment non validiste pour qu'on puisse nous-mêmes, en tant que public, se positionner avec nos valeurs qui sont en général, je permet de le rappeler, vraiment plutôt bonne, de manière générale quand même. L'humanité est quand même pas complètement désespérante à ce niveau-là. Mais qu'on soit capable de pouvoir venir avec nos propres valeurs, nos propres réflexions et notre propre esprit critique, comprendre en fait et nous positionner pour que cette œuvre nous apporte une réflexion sans qu'il soit besoin de nous faire stricto sensu la morale ou de forcer notre réflexion ou d'amoindrir cette réflexion en faisant passer du coup l'œuvre dans la moulinette d'une checklist de la bien-pensance qui va être appliquée de manière unilatérale, bête et disciplinée sans venir tenir compte des qualités intrinsèques de l'œuvre au départ et de sa cohérence scénaristique. Donc merci Arthur de m'avoir posé cette question. J'espère que cette réflexion vous aura intéressé. Évidemment que je suis tout à fait ouverte à la discussion pour en débattre avec vous dans les commentaires pour ceux qui en auront envie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.